Il y a une phrase de Peter Drucker que j'aime bien, qu'il avait dit il y a 25 ou 30 ans dans une conférence, c'est la connaissance se situe entre les oreilles de nos collaborateurs et seulement là. À l'époque, c'était vrai. Et ça mettait en avant le côté motivation, c'est-à-dire quand une entreprise disait les connaissances m'appartiennent, c'était très largement une connerie, excusez-moi. Si les gens n'étaient pas décidés à mettre leurs connaissances à la disposition de l'entreprise, c'était fichu. Aujourd'hui, je pense que c'est moins vrai. Ça commence à être moins vrai parce qu'une partie des systèmes que nous utilisons fait que on a de la connaissance ailleurs. Alors aujourd'hui, l'homme est très souvent à l'origine de la création de la connaissance, de sa captation, de sa formalisation. Après, dans l'usage et dans l'évolution, ce n'est pas forcément lui. Et puis, aujourd'hui, on constate que les machines peuvent créer et adapter, utiliser de la connaissance. Alors aujourd'hui, elles font surtout de l'utilisation des stocks, du classement des stocks, etc. Ouais. Mais on commence à voir des créations de connaissances. Alors, ce n'est pas la créativité au sens artistique du terme, mais c'est de la déduction logique par rapport à un certain nombre d'occurrences. Alors, les nouvelles sources, elles commencent déjà à se développer. Les modèles dont va nous parler Martin, les systèmes experts, ça dure depuis longtemps, hein, et on voit bien que c'est des choses qui apportent dans la durée. Le plus difficile, c'est d'accoucher les experts. Hein. Après, ça va bien. Les simulateurs, de plus en plus, on est en train d'immerger les gens dans le réel, dans leur réel, et de leur faire courir des risques sans risque, par exemple. Ça, c'est un bien précieux. Et dedans, bien sûr, il y a bien tout le savoir-faire des experts qui ont modélisé les cas d'usage, etc. Et donc, même si l'expert après disparaît, si le simulateur reste, on garde une trace autonome. Les algorithmes dont je vais vous parler tout à l'heure, alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours sur les algorithmes, un, parce que j'en serais incapable, deux, parce qu'il y a un excellent bouquin qu'a écrit Dominique Cardon, que je vous conseille. C'est 100 pages, ça se lit avec plaisir. Sur les algorithmes, il faut le faire. Hein. Autre aspect qui contient beaucoup de connaissances, c'est la réalité virtuelle augmentée. Et ça, on peut le faire non seulement en ajoutant sur des images, sur des médias, des connaissances, des éléments de contexte, des documents, mais on peut le faire à la fois au dire d'experts, mais aussi de façon dynamique et en collaboratif. Donc c'est de la connaissance externe au cerveau humain, puisque le stockage est ailleurs, mais dont l'origine est en permanence le savoir-faire des gens, leur vécu, etc. Les objets connectés, les analyses de données, je vais vous donner tout à l'heure un exemple, et en ce moment, il me semble que c'est un virage stratégique. L'objet connecté, pour l'instant, on voit ça comme producteur de data. À mon avis, c'est une bêtise. C'est un challenger de modèle économique. On va voir tout à l'heure. Le machine learning, les robots, les capteurs. Aujourd'hui, les robots, tout le monde en parle. Il n'y en a pas encore tant que ça de visibles. Mais dans nos usines, il y a combien de robots qui font les productions? Auprès des personnes dépendantes, ça commence à se développer. Dans les endroits où on ne peut pas envoyer un homme parce que c'est dangereux, on envoie un robot ou un drone. Donc là, ça commence à être des réseaux, enfin des capteurs de savoir et des stockeurs de savoir, et parfois de savoir adaptatif. Hein. On pourra en parler, par exemple, sur les schémas de décision des robots. On peut très bien leur donner des marges de manœuvre dans le cadre d'une trame. Par exemple, si la situation n'est pas prévue, est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que j'alerte un expert? Quel type de message j'envoie? Vous voyez, donc c'est pas forcément bête une machine hein, aujourd'hui. Les statistiques prédictives, on faisait de la stat qui partait souvent d'une cause, je cherche telle chose, pour tirer une corrélation. Or aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on fait de la corrélation sans cause. C'est-à-dire qu'on dit, je vais observer ce qui s'est passé, quels sont les comportements des gens qui ont acheté tel produit, par exemple. On regarde les traces, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, selon quel délai, etc. On modélise ça, et puis on plaque ces traces-là sur une population en disant probablement que les gens qui ont ce type de comportement, eh bien, ils ont une capacité à acheter tel produit, à faire telle chose, etc. On ne cherche plus à coller une cause, on regarde les traces,
On dit, ils devraient, puisqu'ils ont fait ça, ils devraient avoir tel type de besoin. Et puis la sérendipité, alors beaucoup de... C'est ce qu'on ne cherchait pas et qu'on découvre par hasard. La sérendipité, c'est intéressant parce que les machines peuvent balayer un grand nombre d'hypothèses et faire des corrélations. Alors pour le coup, tiens, c'est bizarre, tel événement et tel autre, quand on le rapproche, ça donne quelque chose d'intéressant. Et ils ont une capacité de traitement supérieure à nos cerveaux. Alors les nouvelles sources de connaissances, quels objectifs pour l'entreprise? C'est important de se poser la question. Je mets de la connaissance quelque part, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi faire? Comment on la gère? Quelle gouvernance on a? Et puis la déontologie. La déontologie, aujourd'hui, il y a un grand débat sur les robots. Vous avez entendu parler? Est-ce qu'un robot a le droit de désobéir à un humain? Alors tout le monde dit, non, les lois d'Asimov, oui tiens, rien du tout. Quand vous avez une voiture automatique, sans chauffeur, est-ce que si vous donnez un ordre stupide, du style prenez l'autoroute à l'envers, est-ce que la machine doit vous arrêter ou pas? Ok, il y a un vrai sujet là-dessus. Et puis on a un tas de choses. On parle des drones tueurs, par exemple, etc. Les machines, quand on leur donne une mission, ils l'exécutent. Et est-ce qu'ils ont le droit de refuser un ordre? C'est un vrai débat. Les choix de données et les méthodes statistiques. Alors là, je vous parlais tout à l'heure des deux approches de la statistique. Il y en a beaucoup d'autres. Mais le choix de la donnée, quelles données je qualifie, quelles traces je garde, etc., c'est déjà un tri. Il faut se méfier, parce que si c'est vous qui faites le tri, ça sert vos objectifs. Si c'est un intermédiaire, par exemple, si je donne à Google les statistiques de mes clients pour qu'ils me disent quoi en faire, je risque d'avoir des surprises. D'accord? Parce que ce n'est pas forcément mon objectif qui sera servi, ce sera sûrement à moyen terme avec les siens. D'accord? Les méthodes statistiques, c'est pareil. Selon la méthode que vous prenez, vous ne sortez pas tous les mêmes résultats. Et puis, la maintenance. J'ai un stock de données, un stock de connaissances qui va se trouver stocké un peu partout. Comment je la maintiens? Comment je la fais évoluer? Comment je surveille son évolution? Etc., etc.